J'étais dans la nuit, mais je suis dans le jour aujourd'hui. Puis quand la juge vous a acquitté, vous lui avez dit « Vous m'avez sorti de l'enfer ». C'est exactement parce que c'est l'enfer. C'est l'enfer quand tu rentres en prison. Hein? En 2022, j'ai eu la chance de porter le projet documentaire Projet Innocence Québec, qui a été présenté par le groupe TVA, entre autres, Sur moi et compagnie. Et ça comportait 10 épisodes. Et j'ai vraiment découvert un univers judiciaire que je ne connaissais pas. J'ai appris à chacun des épisodes et c'est vraiment presque tous les cas qu'on a traités m'ont bouleversée parce qu'il y a comme une grande injustice par rapport même à notre système de justice. Donc, j'avais l'impression que c'était la justice dans la justice, le projet Innocence Québec. Donc, j'ai rencontré des avocats exceptionnels qui font ça pro bono, qui vont défendre des gens, qui disent « Moi, je suis innocent et je veux l'acquittement, je veux que cette sentence-là tombe. » C'est sentence vie. Donc, s'il n'y a pas une reconnaissance de votre innocence, ça va être comme ça jusqu'à la fin de vos jours. Moi, ce que je demande juste avoir un nouveau procès. Comme je vous ai dit, j'ai fait des bêtises dans ma vie, dans le passé, mais j'ai jamais tué. Alors aujourd'hui, je suis contente de pouvoir faire ce qu'on fait parce que dans cette série-là, je rencontrais M. Claude Paquin, qui lui est en libération conditionnelle et qui espérait connaître un acquittement, et ce, plus de 40 ans plus tard. Alors, l'acquittement est arrivé le 6 novembre dernier. Donc, le ministère public a déclaré à la Cour qu'il n'allait pas offrir de preuves dans le dossier. Et par voie de conséquence, la Cour a acquitté M. Paquin aujourd'hui des 2 chefs d'accusation de meurtre premier qui pesaient à son encontre. Et aujourd'hui, j'ai le criminaliste qui est avec moi. Bonjour, Nicolas Saint-Jacques. Bonjour. Nicolas, tu es un des porteurs du projet Innocence Québec. On a fait la série avec toi, entre autres. Et merci d'être là aujourd'hui parce que M. Paquin, ça a été un gros dossier chez Projet Innocence Québec. Bonjour, M. Claude Paquin. Bonjour, madame. Je suis contente parce que présentement, on est dans l'édifice d'attraction, la boîte de production. Et quand on a fait Projet Innocence Québec, on s'est rencontrés la première fois ici. Et vous étiez... vous aviez une colère quand même à l'intérieur. Parce que vous étiez victime d'une injustice. Il y avait une injustice, oui. Une injustice. Et je sais comment vous étiez anxieux de parler. J'étais beaucoup anxieux, oui. Vous étiez anxieux et aujourd'hui, je vous vois, puis j'ai l'impression que même si ça fait pas longtemps que vous avez été acquitté, il y a déjà quelque chose de changé. Disons que j'arrive les pieds sur terre, puis disons que c'est une nouvelle vie, ça, là. Faut que tu t'abuses de ta nouvelle vie. C'est comme la condamnation. Vous avez été 18 ans en prison pour ce cas-là. Oui. Parce que vous aviez été faussement accusé d'un double meurtre. Oui. Donc 41 ans avec comme une épée Damoclès. 18 ans en prison, 23 ans en libération conditionnelle. Oui. Là, ça fait pas longtemps, ça fait même pas 2 semaines que 6 novembre. 6 novembre, vous avez été acquitté. Comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va bien. Je me sens plus à l'aise. Je réalise plus que je suis vraiment libre. C'est ça qui est important. Puis, c'est comme une nouvelle vie, là, comme je vous dis. Oui. Tantôt, vous me dites, c'est un peu comme la nuit et le jour. C'est ça. C'est un peu c'est ça. J'étais dans la nuit, mais je suis dans le jour aujourd'hui. Puis quand la juge vous a acquitté, vous lui avez dit « Vous m'avez sorti de l'enfer ». C'est exactement parce que c'est l'enfer. C'est l'enfer quand tu rentres en prison. Hein? Il faut que tu vives toujours sur le nerf tout le temps, l'anxiété, puis tout. Et avec dès le lendemain, j'ai pensé à faire des recours. Je suis allé à la Cour d'appel, j'ai perdu. Je suis allé à la Cour suprême, j'ai perdu aussi. Par contre, j'avais droit à la libération conditionnelle. Libération conditionnelle, oui. Plus vite, oui. Je me suis servi de ça, puis
Maintenant, je suis à l'extérieur, puis je vis plus normalement. Nicolas, on est en train de parler de la libération conditionnelle, mais moi, je veux quand même comprendre ce qui s'est passé parce que au printemps, donc 2024, bon, vous avez été convoqué à la cour et à ce moment-là, on a dit qu'il avait droit à un nouveau procès. Exactement, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, mettons, un nouveau procès et l'acquittement à quelques mois d'intervalle? Oui. Bien, en fait, c'est qu'on a fait une demande de révision de la condamnation criminelle de M. Paquin devant le ministre de la Justice fédérale. Et ça a pris beaucoup d'années. Et finalement, on a eu une décision au printemps dernier. Et le ministre, lui, ne peut pas acquitter une personne directement. Donc, il doit envoyer le dossier à la Cour d'appel ou renvoyer le dossier devant la Cour supérieure, donc ordonner un nouveau procès complètement. Et là, ce que ça fait quand il y a une ordonnance comme ça, comme dans le cas de M. Paquin, c'est qu'on revient à la case départ. Donc, c'est particulier parce que là, en 1983, M. Paquin a subi son procès. Et là, on arrive en 2024 et on retourne dans la même situation. On retourne, M. Paquin n'est plus trouvé coupable, mais il est accusé de 2 meurtres au premier degré. Donc, on revient devant la Cour supérieure. Est-ce qu'il aurait pu retourner en prison à ce moment-là? Bien, c'était ça. C'était un gros problème. Quand c'est arrivé, M. Paquin était en libération conditionnelle. Alors, les libérations conditionnelles devaient respecter des conditions, mais il purgeait une peine. Il purgeait une peine de prison à vie, à moins d'obtenir la libération conditionnelle. Lorsque il y a eu l'ordonnance de nouveau procès, on est retourné à la case départ de 1983, donc les libérations conditionnelles ont cessé. Mais en 1983, M. Paquin, il était détenu dans son procès. Donc là, on retournait dans la case départ. Et là, techniquement, M. Paquin retournait dans un statut de personne détenue. Et on a été chanceux parce qu'on a eu un procureur de la Couronne qui était très compréhensif. Vous l'avez rencontré même lors de l'acquittement. Mais c'est avec elle que j'ai parlé pour qu'on évite que M. Paquin retourne en détention en attendant, justement, qu'on se penche sur son dossier puis qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses. Donc, on a préparé une requête d'urgence pour pouvoir le remettre en liberté. Et on a déposé la requête et le lendemain, on était à la Cour supérieure, vous en rappelez. Oui. Et là, vous êtes allé à la Cour supérieure avec moi. Et là, on vous a remis en liberté. Fait que là, finalement, vous n'êtes jamais passé en détention. Mais la glace était mince, là. Mon agent était dans ça aussi. Oui, on a travaillé tout le monde ensemble pour éviter que vous passiez par la détention parce qu'on se disait, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Même si vous faites une journée en détention, vous faites 1 heure en détention, vous, là, vous êtes victime d'une erreur judiciaire. On ne veut pas que vous repassiez dans le système. On a travaillé vraiment rapidement, tout le monde. Et là, on est passé à la Cour, justement, pour revenir à la case départ de 1983, vous remettre en liberté cette fois-ci. Oui. Et là, par la suite, là, il y a tout un processus. Là. Tu posais la question, là, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors là, comme qu'on revient à la case départ, bien là, le ministère public, la Couronne, doit regarder le dossier puis voir est-ce que c'est un dossier dans lequel on peut continuer les accusations contre M. Paquin. Pourquoi ils font ça? Parce que dans certains cas, ils vont décider de quand même continuer. On l'a vu dans le cas du juge Delisle, par exemple, bien, la Couronne a décidé de continuer les accusations. Dans le cas de M. Paquin, bien là, il fallait qu'il commande le dossier de 1983. Donc là, il est où, le dossier de 1983? Ils sont allés aux archives. 41 ans, là, en arrière. Là. Bien, c'est ça. Fait que là, retourner, rapatrier le dossier de la Couronne, rapatrier le dossier de la Cour, et là, regarder la nouvelle preuve également qui a été présentée par le projet Innocence, la nouvelle preuve qui a été découverte par le ministre de la Justice également. Et là, il devait regarder ça puis se positionner, voir qu'est-ce qu'on va faire avec M. Paquin. Est-ce qu'on continue le procès? Est-ce qu'on arrête les procédures? Ou est-ce qu'on permet qu'il ait un acquittement? Et c'est différent. Et là, c'est là qu'on devait regarder le dossier de façon de l'éplucher puis se positionner. On a été très chanceux parce qu'on a eu des procureurs consciencieux qui ont fait un travail remarquable rapidement. Ils se sont penchés sur votre dossier. Ils ont vraiment se sont concentrés sur ce dossier-là. Et rapidement, ils ont été en mesure d'avoir des discussions avec nous au projet Innocence et de nous annoncer que, bien, à la suite de l'étude de leur dossier, ils n'avaient plus là, la conviction qu'ils pouvaient justement obtenir un verdict de culpabilité dans votre dossier, étant donné la nouvelle preuve et l'ensemble de la preuve à l'époque. Donc, ils nous ont annoncé qu'ils n'auraient pas de preuves à offrir dans votre dossier. Donc, ce que ça a fait, c'est que le 6 novembre, lorsqu'on est passé à la Cour, bien, techniquement, on a dit à la juge, on est prêt pour faire votre procès. Et la Couronne a dit, bien, nous, on comprend ça, mais
on ne va pas présenter de preuves dans le dossier de M. Paquin parce qu'on n'a plus la conviction qu'on va obtenir un verdict de culpabilité avec l'ensemble de notre étude du dossier. Et la juge, étant donné qu'il n'y avait pas de preuves à offrir, a prononcé l'acquittement. C'est pour ça que vous avez été acquitté. Donc ça, c'est différent parce qu'il y a des cas où le procureur de la Couronne va décider de simplement retirer les accusations. Il aurait pu avoir une décision de ce genre-là, de dire, écoutez, nous, on pense qu'on a peut-être assez de preuves, mais étant donné que ça fait trop longtemps dans le dossier, étant donné les changements de situation, on décide qu'on va retirer les accusations. Mais pour une personne qui a été victime d'erreur judiciaire, je pense que le mot « acquittement », c'est quelque chose de significatif. Parce que sinon, M. Paquin n'aurait pas entendu ce mot-là. Non, on aurait eu un retrait d'accusation. Et ça change quoi dans sa vie, un retrait d'accusation? Est-ce que ça a la même finalité, sauf qu'il n'y a pas l'acquittement? C'est ça. Bien, ça change pas grand-chose dans les faits, dans le sens que vous auriez plus d'accusation qui pendant votre tête, sauf que c'est pas la même chose, je pense. Je pense que quand vous avez entendu le mot acquittement, c'est ça que vous vouliez entendre depuis les 40 dernières années. C'est ça que je voulais entendre, oui. Si j'ai un acquittement, ça veut dire que j'étais vraiment pas là. J'ai jamais été dans cette histoire-là. Puis malheureusement, ils m'ont fait faire le temps aussi. Ils ont cru au délateur. Puis c'est le jury qui a décidé de mon cas. Oui, parce que si on recule, parce que, bon, M. Paquin est arrivé chez vous, Projet Innocence Québec, en 2008, et le dossier a comme été traité 2-3 ans, peut-être vers 2010, quelque chose comme ça. Ouais, vous avez commencé à travailler, donc ça fait 14 ans que vous travaillez. Oui, même si peut-être un peu plus avant ça que j'ai compris. Avant, là, j'ai parlé avec Lida, elle m'a expliqué là, que c'était un petit peu avant, peut-être finalement, mais vraiment qu'on s'est plus positionné sur le dossier, on parle dans ces années-là à peu près. Ouais. Parce que Lida Nouret, qui est l'initiatrice du projet Innocence Québec au Québec, parce que faut le dire que le projet Innocence existe ailleurs dans le monde. Ouais. Et ici, c'est Lida et avec il y a un programme de stagiaires à l'UQAM. Donc, vous avez des stagiaires qui vont travailler chez vous sur le projet Innocence Québec. Et Lida, maintenant, elle est juge à la Cour de la jeunesse. Ouais. Donc, elle n'est plus rattachée au projet Innocence Québec. Non. Mais Nicolas, t'es toujours là. Je suis toujours là, puis je continue la belle initiative qu'elle a commencée quand elle était étudiante. Ouais. Mais il faut le dire que c'est vraiment exceptionnel de vous voir. Tu sais, moi, j'ai été quand même plusieurs semaines à vous côtoyer pour faire le projet Innocence Québec, le documentaire, et de voir tout le travail, mais le cœur, la générosité, tu sais, il y a quelque chose, il y a des convictions qui viennent avec ce projet-là. Donc, qu'est-ce qui fait, par exemple, que le cas de M. Paquin, vous avez décidé, parce que vous avez beaucoup de demandes et il y a peu d'élus. Qu'est-ce qui fait que dans ce cas-là, vous avez dit, OK, on va mettre ce qu'il faut parce qu'on croit qu'il pourrait avoir un acquittement? Bien, en fait, c'est un travail qui est progressif. Là. Donc, évidemment, on reçoit le dossier au départ. Je pense que Lida, vous avez rencontré. Puis à l'époque, il y avait Dominique Larochelle également, qui est devenu juge aussi. C'est la première avocate dans le temps qui travaillait à l'aide juridique. C'est ça. Et elle est venue chercher mes notes stenographiques où j'ai travaillé à Cité Média. Ouais. Parce qu'il faut dire que faut tout avoir passé les recours. C'est ça. Ah oui. Vous aviez passé par tous les recours, comme vous nous avez dit tantôt. Oui. Et là, à ce moment-là, on est admissible au projet Innocence Québec. C'est ça, exactement. Puis pourquoi qu'on prend un dossier, c'est qu'on regarde premièrement les conditions d'admissibilité, comme tu viens de mentionner. Donc, tous les recours judiciaires ont été épuisés. Oui. On regarde également s'il y a une nouvelle preuve potentielle dans le dossier. Là, y a-t-il une piste d'enquête ou est-ce qu'il y a des drapeaux rouges? Puis, dans le cas de M. Paquin, bien, c'est sûr que, on avait le délateur Bernard Provençal. On savait que c'est un délateur qui s'était parjuré dans différentes causes par la suite. Il avait écrit un livre, M. Provençal, également sur son passé, puis qu'est-ce qui s'était sur son passé criminel, puis toutes ses démarches judiciaires. Donc, il y avait déjà, en partant, là, disons, un gros drapeau rouge qui s'appelle Bernard Provençal. Maintenant, on a commencé à creuser le dossier de M. Paquin, puis pourquoi qu'on l'a adopté ultimement, c'est parce que plus qu'on creusait, plus qu'on se rendait compte qu'il y avait des éléments qui ne fonctionnaient pas dans le dossier. Donc, c'est bien beau d'avoir un délateur qui ne semble pas fiable à la base, mais on regardait le témoignage, on regardait l'enquête préliminaire, on regardait les déclarations, on se disait, écoute, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Plus qu'on avance, les déclarations ne sont pas fiables, il y a des choses qui sont contradictoires dans la preuve. Et là, tranquillement, pas vite, on a obtenu des éléments de preuve additionnels dans le dossier qui ne figuraient pas dans le dossier de l'époque. Et là, plus qu'on avançait, plus ça se confirmait. Là. Tout pointait dans la même direction, c'est-à-dire que M. Paquin n'était pas sur les lieux du crime, n'a pas participé, n'a pas commandé, n'avait absolument rien à voir avec les deux meurtres.
Et là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Là, évidemment, ça a pris beaucoup d'années, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais on a rencontré des témoins, donc des co-accusés de M. Paquin. On a obtenu des informations de la Cour qui nous ont permis de comprendre que la Couronne avait changé de position par rapport à un des co-accusés de M. Paquin. C'était toutes des choses qui contredisaient de plus en plus le témoignage de Bernard Provençal, qui était la pierre angulaire de la condamnation, parce que c'était ça. Là, C'est ce témoignage-là oui. qui a fait en sorte qu'il a été condamné carrément. Définitivement, parce que c'était vraiment... il y avait des éléments de preuve circonstanciels, généraux dans le dossier, des choses, mais c'était pas suffisant pour obtenir une condamnation là, de M. Paquin. Parce qu'il faut dire que, tu sais, ce que tu racontes, Nicolas, c'est de l'épluchage de dossiers, là. C'est tout relire les verbatims, remettre en question, retrouver les témoins. Tu sais, c'est vraiment un travail colossal. C'est un très gros travail, puis j'ai pas le mérite de l'avoir fait tout seul. Moi, je suis arrivé plus tard, un peu dans votre dossier. Je suis un peu arrivé là, pour colliger justement toute cette matière-là, préparer les représentations pour le ministre de la Justice. Mais le travail de fond, là, c'est Lida qui l'a fait à l'époque, Dominique Larochelle, Julie Arinen également, qui est arrivée au projet Innocence en 2016, qui a terminé, si on veut, là, la collection d'éléments de preuve puis le rassemblage de documentation. Mais c'est un travail d'équipe. Il y a beaucoup d'autres étudiants là, que je nomme pas, mais qui au projet Innocence ont permis justement d'arriver où on en est aujourd'hui. Fait que, oui, je suis là avec toi aujourd'hui, mais c'est vraiment un travail d'équipe avec beaucoup de monde pendant plusieurs années qui font en sorte que M. Paquin, aujourd'hui, a pu recouvrir sa liberté. Quand vous entendez ce que Nicolas vient raconter, là, tout le travail de refaire votre procès d'une certaine façon, d'aller rencontrer des gens pour arriver avec la nouvelle preuve, pour faire en sorte que vous ayez un acquittement, comment vous avez vécu ça qu'enfin des gens, après tant d'années, vous accueillent, vous écoutent, vous entendent et veulent faire quelque chose pour vous? Oui, c'est du monde qui m'ont toujours aidé, ils m'ont cru. Et par rapport à ça, mais je résumais que j'ai été acquitté. Il ne faut pas que j'oublie ça, ce monde-là, tous ces avocats qui ont eu dans mais ça mon vous a dossier. fait du bien à ce moment-là, quand vous êtes arrivé en 2008, vous avez rencontré quelqu'un du projet Innocence Québec qui a dit « Hey, on va faire quelque chose pour vous. » Ça vous a fait du bien, ça? Mais oui. Autrement dit, je voyais qu'il y avait de l'espoir encore. Ouais. L'espoir venait, c'était plus fort, là, tu sais. Oui, parce que, tu sais, quand on a épuisé les recours judiciaires, c'est ça. tu dis, qu'est-ce qui me reste? Oui. Qu'est-ce qui me restait, ça? Qu'est-ce qui me restait, c'est autrement dit, le ministre de la Justice. Ouais. J'avais tout fait là, pour essayer de m'en sortir, mais mes avocats, ils ont continué à travailler dans mon dossier encore. Puis on a résumé, grâce à eux autres, de me faire acquitter. C'est important. Puis, les étudiants aussi, il ne faut pas oublier oui, mais ça. les étudiants, c'est... Les autres, c'est une grosse partie aussi. Les étudiants, ils ont pris les heures de... Leur passe-temps. Le passe-temps, c'est ça. Mais, de AB. Tu sais, quand on a fait Projet Innocence Québec, on a parlé à des étudiants, entre autres, qui travaillaient sur votre dossier. Puis tu sais, ce qu'ils nous disaient, les étudiants, c'est que pour eux, ça fait encore des meilleurs criminalistes, des meilleurs avocats, dans le sens que ils voient à quel point la preuve est importante, hein? À quel point un dossier, la rigueur que ça prend de rien prendre pour acquis, puis de voir qu'il y a des humains derrière des sentences. Là, tu sais, il y a des conséquences. Et je trouvais que c'était beau d'entendre parce que ça humanise. J'ai comme l'impression que les jeunes qui passent à travers ce programme-là vont toucher l'humain et l'impact d'une décision. Ça, vous l'avez goûté. Et il y a une croyance populaire quand même, Nicolas, parce que, bon, vous avez fait... vous avez la sentence qui a duré 41 ans. On a toujours l'impression, Nicolas, que c'est 25 ans maximum. Et après, tout s'arrête. Là. Non, en fait, c'est pas ça. On est trouvé coupable de meurtre au premier degré. C'est une peine de prison à vie. Donc, on peut demeurer en détention toute notre vie. Mais on est admissible à la libération conditionnelle après 25 ans. Alors, ça nous permet de demander à la Commission des libérations conditionnelles de pouvoir sortir, mais avec des conditions, avec des restrictions importantes sur notre liberté. Et si, par exemple, à un moment donné ou à un autre, on brise ces conditions-là, on peut être ramené en prison. Et ça, cette façon-là de faire ou de vivre notre vie, bien, elle existe pour le reste de notre vie.
c'est une peine de prison à vie. Donc, M. Paquin, lui, dans son cas, il a eu à avoir, on parlait d'épée de Damoclès, mais une épée de Damoclès au-dessus de sa tête qui aurait été là tout le reste de ses jours. Et il est sorti plus tôt que prévu, là, avant 25 ans dans son cas, parce qu'il y avait une procédure dans le code criminel qui existait à l'époque qui lui permettait de demander de rabaisser le 25 ans à 15 ans. Donc, lui, il a passé devant un jury et il a obtenu, dans le fond, la possibilité, non pas être mis en liberté, non, parce que ça a pris quand même du temps entre votre quand vous avez demandé et que vous avez reçu. Il s'est passé du temps là, entre les deux. Oui, j'étais en dedans pareil, là, mais oui. Il me disait que je vivais de déni, l'administration, que je vivais du déni, puis je pensais pas de sortir parce que normalement, je pense que tu ne sors pas tant que tu n'avoues pas. Exact. En fait, qu'est-ce qu'ils essayaient, eux autres? Ouais. Ils essayaient de fermer le livre en me disant, disons que je prends une partie du tort, mais j'ai pas pris partie, j'étais pas là. Oui, parce que il faut dire aussi, je vais arriver à la libération conditionnelle, mais juste avant, il faut dire aussi que vous l'avez dit entre les entrevues, vous me l'avez dit aussi, vous n'étiez pas un ange. Non, je ne suis pas un ange. C'est pour ça que peut-être vous étiez plus facilement condamnable que quelqu'un parce que vous aviez déjà un dossier. Exactement. Vous aviez déjà commis des délits, mais qui n'étaient pas du tout de l'ordre. Vous n'aviez pas commis de meurtre et vous n'avez rien à faire dans cette cause-là. Mais vous n'étiez pas un ange. Ça, vous le saviez. J'ai jamais été un ange. C'est ça. Quand j'ai tombé en libération conditionnelle, excusez-moi, quand j'ai tombé en libération conditionnelle, je savais, excusez l'expression, autrement dit, pour le jugement, je l'ai fait serrer, comme on dit le vrai mot. Nicolas, j'aimerais comprendre, c'est quoi les conditions qui viennent avec une liberté conditionnelle? C'est quoi les conditions de vie? Bien, c'est une remise en liberté progressive. Hein? Donc, on est remis en liberté de manière conditionnelle, premièrement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on brise nos conditions, bien, on peut être retourné à l'intérieur des murs de la prison. Donc, ça, c'est très important de comprendre ça. Puis c'est ça qui fait qu'on se trouve à être avec une épée de Damoclès ou dans une sorte de... Je veux peut-être mettre ça de manière figurée, mais à l'intérieur de la prison, c'est une grosse cage. Mais quand on sort à l'extérieur, on a une cage qui est différente. C'est une cage qui est invisible, mais elle est quand même là. Il y a quand même des barreaux à quelque part. Il y a quand même des barreaux invisibles, c'est ça. Puis si on les franchit, on retourne avec les barreaux en fer. Donc, et le genre de conditions qu'on va avoir, c'est des conditions qui vont être diminuées avec le temps. Okay. Mais au départ, généralement, on va passer par une maison de transition. Donc, on va être à l'intérieur d'un endroit qui est quand même supervisé. On a des couvre-feux. Donc, par exemple, on peut aller travailler, mais il faut revenir à la maison de transition le soir. On a dans certains cas, on a des tests d'urine, de drogue pour voir si, par exemple, on consomme. On a une interdiction. Oui, on a une interdiction de consommer de l'alcool au départ, interdiction de consommer des drogues, interdiction de fréquenter des gens qui ont des antécédents judiciaires, interdiction de fréquenter certains lieux. Donc, on a beaucoup, beaucoup de restrictions dans ce qu'on peut faire. Et tout doit être approuvé, si on veut, par l'agent correctionnel, l'agent de libération conditionnelle, qui va être notre superviseur, si on veut. Donc, si on veut trouver un emploi quelque part, bien, il faut que ça passe par l'agent de libération conditionnelle. On ne peut pas se décider, nous, ce qu'on fait là, dans notre vie. Là. Si on veut, par exemple, arrêter de suivre une thérapie ou arrêter, il faut encore que ça soit approuvé. Donc, tout passe, notre vie est gérée, si on veut, par un agent de libération conditionnelle qu'on doit voir de manière très fréquente au début. Puis avec le temps, bien là, les conditions vont être réduites. Donc, tranquillement, pas vite, on va avoir besoin de voir notre agent de libération conditionnelle, mais moins souvent. Donc, au lieu de le voir toutes les semaines, par exemple, on va le voir tous les mois, éventuellement tous les 3 mois. Après ça, bien, on a des conditions, par exemple, bien, il y a des tests d'urine. Bien, après un certain temps, bien, il n'y en a plus de tests d'urine parce qu'on fait confiance, dans le fond, à la personne. Bien, tout ça, c'est progressif. Mais si on brise une condition, si on a le malheur d'avoir un écart de conduite, bien, on peut être ramené en dedans à tout moment. Et peu importe l'âge. M. Paquin, jusqu'à 81 ans, s'il faisait quelque chose de pas correct, puis on parle pas d'une affaire là, nécessairement de commettre un crime, un vol qualifié. Là. On peut, par exemple, aller consommer de l'alcool si on n'a pas le droit.
ou encore être dans un endroit qu'on n'avait pas le droit Mais lui, d'être. à 50 km et plus, mettons, il se fait arrêter à c'est Québec, ça. là. Exactement. Il se fait arrêter à Québec, là, par hasard. Là, par exemple, il est avec un ami. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal, sauf qu'il a brisé sa condition de ne pas être à l'extérieur d'un périmètre de 50 km. Bien, ça, c'est une condition qu'il a brisée. Puis techniquement, il pourrait être remonté en détention. Ça ne veut pas dire qu'il va l'être, mais il pourrait l'être. Donc, c'est quand même... Mais dès que tu brises la confiance, j'imagine, même si tu ne retournes pas en centre de détention, là, ton agent... Là, c'est resserré. Donc là, après ça, là, par exemple, au lieu de voir votre agent une fois par 3 mois, comme à la fin, là, ça va être rendu à tous les mois ou à toutes les semaines. Il va y avoir un suivi plus... On recule d'un cadre. On recule, là. exactement. Parce que c'est ça qui vous rendait anxieux. Je me souviens quand je vous ai rencontré à quel point vous aviez peur de briser une condition. Ben oui. On vous a demandé d'aller en voiture, vous avez dit non, parce que tout d'un coup, qu'on dépasse les 50 km. Mais c'est ça. C'est vraiment quelque chose, dans le fond, qui s'imprègne. On ne veut pas reculer, là. Ouais. Donc, c'est prenant, une libération conditionnelle. C'est exigeant, et c'est exigeant jusqu'à la fin de la sentence, en fait. Jusqu'à la fin qu'on ait un acquittement ou... Là, à Québec, il fallait que je demande une permission avec mon frère pour aller à Québec visiter Québec, le château. Il fallait avoir une permission. Donc, j'avais le droit à une permission de 12 heures. À 12 heures. 12 heures. Donc, il faut revenir dans les 12 heures. Oui. Puis là, j'ai trouvé ça trop dur que je ne suis pas retourné à Québec avec mon frère. Non, ça m'a trop fatigué. En cas que la voiture manque. C'est comme, j'imagine, on a des craintes. Là, 12 heures, c'est quand Exactement. même... on n'a pas on fait pas une grosse valise quand on part 12 heures. Là. Non. Est-ce que vous... par exemple, est-ce que vous avez travaillé à travers ces années-là? Oui, j'ai travaillé. Est-ce que c'est plus difficile de se trouver un emploi quand on est en libération conditionnelle? C'est pas facile, surtout quand tu n'as pas une grosse instruction. C'est plus difficile, évidemment. J'avais pas de secondaire, de secondaire 5. En plus, c'est comme une tâche au dossier quand on a une... C'est ça. Mais à l'hôpital, j'ai été faire des applications et on m'a dit... il m'avait appelé, les 2 hôpitaux m'avaient appelé, Notre-Dame puis Saint-Luc, dans ce temps-là. Ils m'ont dit, il faut vous emmener... autrement dit, ils voulaient me prendre, mais il faut que j'ai un diplôme de 5 ans. De secondaire 5? Secondaire 5. Je ne l'avais pas. Et là, c'était plus difficile pour moi. Puis à un moment donné, j'ai vu une madame qui travaillait de GESPAC, qui était responsable. Je pense que c'était à la bosse. Puis là, elle m'a essayé pour travailler à GESPAC. Puis après ça, j'ai travaillé au 357 de la commune, un peu avant, où il y a les personnes importantes qui allaient là. Donc, vous avez réussi à travailler à travers ces années-là? J'ai travaillé tout le temps depuis que je suis Oui, parce qu'il faut gagner sa vie, il faut payer son loyer. Mais non, oui. Puis en même temps, votre vie sociale, ça ressemble à, tu sais, quand on ne peut pas aller à plus de 50 km. Non, j'ai laissé mes frères, mon frère, puis ma famille, parce qu'il y en a plusieurs que j'allais voir, mes sœurs, puis tout ça. T'sais. Puis là, par la suite, ma mère est décédée dans le temps que j'étais là-bas. J'ai essayé d'avoir une vie vraiment sérieuse, là. Pas faire de bêtises, pour partir en fou. Là. Parce que vous, là, vous aviez toujours une place en prison. Pardon? Vous aviez toujours une place en prison. Quand on est en libération conditionnelle, dès qu'il y a une condition... Ah oui, c'était pas long de te le monter, là. Il n'y a pas de procès, là. Non, si vous retournez là-bas. Non, il tourne là-bas, c'est tout. Vous ne vouliez pas retourner là-bas? Non. Qu'est-ce que vous retenez de vos années d'emprisonnement? De mes années d'emprisonnement? Qu'est-ce que vous retenez de ça? Ça, moi, que je retiens, c'est que moi, ce qui m'a aidé, c'est le travail en prison. J'ai toujours travaillé en prison. Je faisais du ménage, je travaillais jusqu'à 7 jours par semaine. Je m'occupais des détenus qui recevaient de la visite, des visites communautaires. Et je préparais les salles. Je me suis toujours tenu occupé. C'est pour ça que ça m'a aidé, ça. Tu sais, occupé. Toujours occupé. Je travaillais tout le temps. Puis les autres étaient très satisfaits de mon travail. Sûrement, si vous avez eu sa libération conditionnelle, c'est que vous étiez un bon citoyen en prison. Ah, oui, exactement ça, oui. Et là, je sais, vous avez parlé de votre frère, entre autres, vous aimeriez peut-être voyager. Comment a réagi votre frère suite à l'annonce de l'acquittement? Il est content, mon frère.
il est content. Une partie de ma famille, ils sont contents. Ouais. Tu sais. Mais il me le disait trop, tu vas passer à travers, il va t'arriver de quoi. Mais est-ce que je parlais trop de mes avocats, comment ils ont travaillé pour moi, puis qui m'ont beaucoup aidé. Eux autres croyaient à mes avocats aussi. Ils disaient que j'avais des bons avocats, puis continue, Claude, là, tu sais. Avez-vous célébré? Pas vraiment, non. Non? Non. J'ai été prendre une bière avec un monsieur là, qui travaillait à un hôpital. Il travaillait Jean-Marie, mais son autre nom ne me rappelle pas. Pour célébrer ça, pour célébrer votre On était acquittement? prendre une bière ou deux avec lui. Puis là, c'est quoi vos rêves? Parce que là, tu sais, vous avez 81 ans. Oui. Là, il n'y a plus de limite de 50 km. Non. Tu sais, quand on vous a rencontré dans le projet Innocence Québec, il y avait une de vos amies qui espérait un jour vous amener en Gaspésie. Oui. Puis c'était comme pas possible. À Québec. Puis là, elle à Québec. Puis là, avec votre frère, vous dites que vous voulez peut-être aller à Cuba. Pensez-vous que ça va se réaliser? Je ne sais pas encore. Mais est-ce que vous voudriez le faire? Peut-être que oui. J'y pense. Mon oncle, là, pour les voyages, quand tu vas, si tu tombes malade là-bas... Oui, les assurances. Oui, je comprends. Mais au-delà des assurances, c'est quelque chose que vous aimeriez, parce que maintenant, c'est possible. Essayer une semaine, oui. Ouais. Pour commencer. Là, est-ce que vous êtes allé vous promener en dehors de Montréal? Non, c'est mon frère Repentini aussi, tout. OK, vous n'avez pas dit je m'en vais en auto, puis... Non, non. Nowhere, qu'on appelle... Ben oui, parce que vous pourriez faire un nowhere n'importe quand. Je pourrais faire ça, mais je ne sais pas. Je suis trop habitué avec les conditions que j'avais. C'est ça, vous avez été comme trop imprégné dans toi, là, tu sais. Parce qu'il faut comprendre que c'est comme si vous étiez toujours observé. Oui, c'est ça. Et là, tout d'un coup, vous ne l'êtes plus. Oui, c'est ça. Vous êtes complètement libre. Ouais. Vous n'êtes plus rattaché à ça. Je réalise que je suis libre. Mais encore là, il reste toujours avec un... Oui, mais c'est récent. Oui, c'est récent, c'est ça. Peut-être que, tu sais, avec le temps, oui. vous allez aller un petit peu plus loin, puis à un moment donné, ça va être différent. Peut-être, c'est ça, exactement. Et quand vous étiez en centre correctionnel, comment se comportaient les autres détenus avec vous? Ah, moi, j'ai jamais eu de misère avec les détenus. Est-ce qu'ils croyaient en votre innocence? Oui, beaucoup de détenus croyaient à mon innocence. Plusieurs détenus que je connaissais assez bien, ils me connaissaient aussi de l'extérieur, puis ils savaient que j'avais pas fait ça. Ils me le disaient. T'sais. Ils trouvaient ça écœurant, mais nous. Mais les détenus n'ont jamais eu de trouble avec eux autres. Parce que tu le fais pas. Si tu fais pas de tripette, comme on dit, avec un détenu. Tu fais pas de trouble? Oui, avec un détenu. Mais tu n'as pas de raison d'avoir des troubles. Tu sais, faut que tu marches droit toute ta vie, même en prison. Comme citoyenne, je veux dire, faisant partie d'un système où il y a un système judiciaire qui est là pour protéger les gens. Quand j'entends ce qui arrive à M. Paquin, je me dis, comme société, il s'est passé de quoi? On a fait une erreur qui est très grave. Et il y a un prix à ça. Est-ce qu'il y aura des suites? Je sais que c'est récent dans votre histoire, mais moi, ça me révolte de voir que quelqu'un est accusé injustement suite à un témoignage d'un délateur et que ça a pris autant d'années. Tu sais, vous avez passé par tous les processus pour arriver au projet Innocence Québec, pour enfin être acquitté. Est-ce qu'il y aura un dédommagement? Parce que je trouve que comme société, on se doit de dédommager une vie comme M. Paquin a eue. Bien, c'est une très bonne question. Puis je pense qu'il n'y aura jamais un montant d'argent qui va pouvoir compenser les minutes, les journées, les semaines que M. Paquin a passé en prison. Je pense qu'on ne peut pas le comprendre si on ne l'a pas vécu. Puis on ne peut pas non plus le quantifier. C'est quoi la valeur de ça sans justement avoir passé à travers ça. Puis, mais c'est sûr qu'il existe des recours. C'est des recours en dommages, donc on peut obtenir une compensation si l'État a commis une faute, finalement. Dans le cas de M. Paquin, là, sans me prononcer sur je n'ai pas d'opinion juridique parce qu'on n'en a pas encore tout à fait parlé. Mais c'est sûr que si, par exemple, l'État n'a pas divulgué de la preuve à l'époque ou a fait des choses lors du procès qui n'auraient pas dû être faites de la façon que c'était fait, il y a une possibilité, effectivement, d'aller chercher de l'argent pour compenser, dans le fond, le dommage qui a été créé, qui est un dommage à la fois en termes de
de perte d'opportunités dans sa vie, oui. restrictions à la liberté. On parle également de dommages psychologiques. Là. Une personne qui est victime d'erreurs judiciaires, c'est impensable le dommage que ça peut créer sur le plan psychologique. Parce que tout le monde, c'est comme si on disait l'État, là, le juge, le procureur de la couronne, les témoins, tout le monde, les agents de libération conditionnelle, tout le monde nous dit, M. Paquin, là, vous l'avez fait, là, hein, le crime, vous l'avez fait, vous êtes coupable. Et non seulement on vous dit que vous êtes coupable, il y a un juge qui a dit que vous étiez coupable, en fait, un jury. Là. Donc, il y a 12 citoyens là, qui ont dit que vous étiez coupable. Donc, et là, vous savez que vous ne l'avez pas fait, vous, là, mais tout le monde vous dit que vous l'avez fait. Et là, vous devez cheminer à travers le processus. Et là, à travers les libérations conditionnelles, comme vous avez mentionné tout à l'heure, bien, on tente de vous faire admettre un petit peu là, le crime parce qu'on veut que vous puissiez vous réhabiliter. On veut que vous... La première étape, c'est de dire, bien, je l'ai faite pour pouvoir, après ça, travailler sur moi-même, aller chercher l'aide psychologique, l'aide qu'on a besoin pour redevenir un actif pour la société. Donc là, tout le monde pousse dans cette direction-là. Et vous, de votre côté, bien, vous savez que vous ne l'avez pas fait. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez jamais commandé ces meurtres-là. Donc, il y a toujours comme on se bat toujours contre ça, dans le fond. C'est comme une pression constamment. Donc, on est trouvé coupable, mais en plus, on continue par la suite, durant la sentence, à dire, bien, il faut que vous la mettiez, M. Paquin. Exactement. Et dans son cas, ça a duré 41 ans. Oui, puis M. Paquin, il ne l'a jamais admis. Il l'a jamais admis, puis c'est particulier parce que même quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'admissibilité aux libérations conditionnelles, M. Paquin a demandé que sa libération passe de 25 ans à 15 ans. Je vous avais mentionné tout à l'heure. Ça, c'est une procédure exceptionnelle. Puis généralement, quand on bénéficie de cette procédure-là, c'est parce qu'on a admis les crimes et on a travaillé sur nous-mêmes. On a tellement changé entre le moment de la commission des crimes et le moment où on passe devant le jury 15 ans plus tard qu'on dit, bien, cet homme-là est changé. C'est comme une rédemption de dire, j'ai fait tellement de choses, on prouve qu'on peut... Confiance. C'est ça, faites-moi confiance. C'est ça, mais M. Paquin, c'est pas ça qu'il a fait. T'es arrivé avec rien, dans le fond. Non, M. Paquin, il est venu dire, je l'ai pas faite. Je vous ai dit il y a 15 ans, je ne l'ai pas faite. Je vous le dis encore, je ne l'ai pas faite. Fait que ça, c'est exceptionnel, déjà, que le jury lui permette. Bien, moi, je pense que le jury a dû l'avoir cru à l'époque. Parce que autrement, je vois pas comment le jury pouvait dire, bien, on va permettre que ce monsieur-là ait le bénéfice de réduire son admissibilité à la libération conditionnelle sans qu'on le croie. Parce qu'on se dit, bien, sinon, c'est un danger. Il vient nous dire encore qu'il n'a pas commis le crime. Mais c'est parce que dans d'autres cas, on refuse tant qu'on l'a pas. Oui. Puis encore une fois, les libérations conditionnelles, on laissé sortir par la suite, ce qui est encore exceptionnel. Mais M. Paquin, depuis le début, dit qu'il n'a pas commis les crimes. Et les gens qui le connaissent ou les gens qui l'ont fréquenté de plus près sont convaincus aussi de son innocence depuis le début. Mais il a fallu qu'il se batte pendant très longtemps. Mais ça a quand même une valeur à quelque part. Oui. Même si on ne peut pas la quantifier, il faut qu'il y ait un... Oui. Les préjudices sont tellement immenses. Oui. Comme société, on ne peut pas dire, ce qui est fait est fait. Là. Ça ne peut pas être ça. Là. Je pense que la première chose qu'on peut au moins admirer la situation, c'est que la société s'est quand même corrigée. Oui. C'est-à-dire qu'on a quand même eu le courage de dire, M. On Paquin, a un mécanisme qui le permet. Ouais. Oui. Ça, c'est déjà beaucoup. Oui. Mais tu as raison. Après ça, est-ce qu'il faut le quantifier en termes monétaires? Ça, c'est quelque chose qu'on va rediscuter parce qu'on en a parlé très rapidement, mais on n'était pas là encore dans notre processus. Mais j'espère que vous avez du temps, mais il faut le faire, M. Paquin, parce que, honnêtement, moi, comme citoyenne active, j'entends ça, puis ça prend une réparation à quelque part. Puis, la réparation, il faut qu'elle passe aussi par le financier. Je veux dire, ça a été une vie difficile que vous avez eue. Puis il y a eu une erreur qui a été admise. Donc, du moment où on admet l'erreur dans n'importe quoi, il y a quelque chose qui vient, une compensation. Quand j'ai demandé une libération de 15 ans, j'ai rencontré plusieurs psychiatres, psychologues. Les rapports m'ont aidé aussi. Puis les agents de libération conditionnelle aussi, ils m'ont cru, mais ils étaient comme... Il n'était pas sûr, il ne voulait pas s'avancer sur ça, à cause que j'étais un détenu, évidemment. Mais vous avez... Ils ont marqué ma vie. C'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Qu'est-ce qui vous a changé? Vous savez, tantôt, j'en ai parlé, mais quand on s'est rencontrés quand même à quelques reprises, mais la première rencontre qu'on a eue, vous aviez un niveau d'anxiété extrêmement élevé. Oui. Donc, ça, est-ce que cette anxiété-là est arrivée avec ce que vous avez connu comme sentence? Oui, c'est ça. Ça fait partie de ça.
Mais par contre, j'ai toujours dit que je vais me battre. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous battre malgré vents et marées, là, Oui. malgré tous ces gens-là qui vous condamnaient? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette force-là de continuer? Parce qu'à un moment donné, je voulais me suicider. Et j'ai décidé, j'ai jonglé à ça, puis peut-être comment se suicider. On a peur de ça. Et j'ai décidé, non, je vais me battre. Puis ça m'a toujours dit dans ma tête, vas-y, défends-toi. Autrement dit, d'être fort, Ouais. moralement surtout, là, tu sais. Mais psychologiquement, je vais vous dire sincèrement, je peux plus être le même gars que j'étais avant le meurtre, comprenez-vous? Ça vous a cassé, hein? Oui. Ça m'a brisé psychologiquement. Il faut que je vive avec maintenant. Vous étiez comment avant? Même, je vous dis que je t'ai quitté. OK, je t'ai quitté. Mais on ne peut pas enlever ces 41 ans. Je peux pas l'enlever. C'est ça, c'est ça. Vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain. Mais comment vous étiez avant? Est-ce que vous aviez plus de confiance en vous? Oui, j'étais plus heureux, puis oui. Le bonheur, vous êtes allé le chercher où dans les dernières années? Oh, je n'ai pas eu de bonheur. Je vais être honnête avec vous. J'ai pas eu de bonheur. J'ai eu des espoirs, mais du bonheur, non. Est-ce que vous avez... C'est dur à expliquer qu'est-ce qu'on peut vivre. Hein? Moi, je trouve que c'est un peu étouffant parce que c'est comme si il y a toujours des murs autour de soi. Ça me bloque un peu, oui, honnêtement, oui. Je suis même surpris d'avoir fait des entrevues avec vous, puis même avec les émissions. Mais oui, vous avez été à tout le moment. On ne même pas passer de travers de ça. Je l'ai fait, tant mieux, tu sais. Mais ça reste que je suis marqué. Même si je suis tombé milliardaire, je suis marqué par toute cette sentence-là. Elle m'a marqué la sentence, hein. Mais encore là, je dis non. Je peux pas rester de même. Je savais qu'elle n'avait pas commis. Mais moi, je vous trouve très fort et très courageux. Parce que je vous trouve courageux d'avoir passé à travers de tout ce que vous avez passé, tu sais, parce que justement, de dire, moi, je veux ma liberté conditionnelle, même si on va changer un peu la procédure, Oui. on va activer les choses. Oui. Tu sais, c'est mourir ou se relever. Oui. Vous avez décidé de vous relever. Oui. Puis, tu sais, vous êtes allé, c'est vous qui avez, tu sais, vous avez cogné aux portes de Projet Innocence Québec. Exactement. Tu sais, puis est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas chez Projet Innocence Québec comme M. Paquin où il y a un acquittement? Non, en fait, c'est assez rare là, parce que c'est un processus qui est extrêmement compliqué. Là. Dans le cas de M. Paquin, ça a pris plus de 14 ans juste à aboutir. Puis il y a des up and down. Là. M. Paquin, là, je sais qu'à un moment donné, vous étiez découragé hein, parce que c'était tellement long. Je voulais le lâcher. Vous voulez lâcher, puis c'est Lida qui, je pense, qui vous a convaincu exactement. À l'époque de dire « M. Paquin, vous ne pouvez pas lâcher. » Moi, elle dit « Pourquoi vous voulez lâcher? Ouais. Mais je suis tanné puis je suis fatigué. Ouais. Puis, fin de compte, elle m'a dit... J'ai pensé à elle après. Ouais. Si on est là, c'est cette discussion-là qui a eu lieu. Tu sais. C'était un point tournant, là. Oui. Ouais. Parce qu'il y en a qui auraient... ça vous rend encore émotif, ça, ce moment-là? Oui. Mais Lida m'a encouragé beaucoup. Oui. Lida, Julie, tout le monde qui était dans mon dossier. T'sais. C'est de voir que les autres croient en vous. Vous avez vu que les autres croyaient en vous. Ils ont raison de croire en moi. C'est ça. Parce que je serais mort avec ça. Toute ma vie, je pouvais pas dire que j'ai pas fait. Vous auriez été mort avec cette sentence-là. Qu'est-ce qui m'a fait mal, c'est surtout perdre ma liberté pour 2 choses que j'ai jamais commis. Tu sais? Ouais. Moi, ça me fait la peine pour les autres qui sont décédés. Mais j'ai rien à voir dans ça. Parce que vous étiez même pas là. J'étais pas là du tout. Non. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir là. T'sais. Je travaillais pour Bernard Provençal, puis voyons. Il a décidé de vous Je vivais en côté de la traque, là, avec lui, là. Je faisais des affaires illégales, bien souvent, mais rien de plus grave que ça, là. C'est ça que je vous dis que... C'est pour ça que je vous dis que... J'ai dit, je vais aller jusqu'au bout, si je meurs, je mourrai avec ça. Parce que je ne l'ai pas fait, c'est tout. Bien, les agents me disaient, pourquoi vous ne prenez pas un peu de temps, M. Paquin?
pourquoi vous me demandez de prendre du temps que j'ai pas fait? Ben oui, mais vous avez été trouvé coupable par un jury, M. Paquin, n'oubliez pas ça. Oui, c'est vrai, j'ai été trouvé coupable. Mais je l'ai pas fait. Faut que je vive avec, hein. Vous avez cru le délateur, non moi. Ça prend beaucoup de persévérance. Ça prend beaucoup de persévérance. Moi, je pense que je l'ai indirectement. Oui, ouais, puis c'est ce qu'on voit. On le voit avec M. Paquin. Vous aviez la question tantôt. Est-ce qu'il y en a beaucoup, des cas qu'on a réussi au projet Innocence? Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus au Canada. Là, à chaque année, le ministre de la Justice va être en mesure d'ordonner une mesure de réparation d'environ 1 dossier par année, des fois 2. Il y a des années qu'il n'y en a pas du tout. Donc, on parle de 1 à 2 dossiers, peut-être par année, sur l'ensemble des condamnations criminelles au Canada. Donc, c'est très, très, très rare, ce genre de dossier-là. Puis pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première, c'est que la majorité des erreurs judiciaires sont corrigées en cours de route. Donc, la Cour d'appel va intervenir, la Cour suprême va intervenir. Donc, ça se corrige en cours de route. Mais aussi un gros problème d'accessibilité à la justice de façon générale en ce qui concerne ce genre de dossier-là. Parce que, voyez-vous, M. Paquin est venu cogner à notre porte, à la porte de l'aide juridique à l'époque, après ça, au projet Innocence. Mais quand on calcule le nombre d'heures qui ont été effectuées dans son dossier, moi je pense, là, puis je ne l'ai pas tout calculé parce qu'à un moment donné, on regarde tout ça, mais quand on met toutes les pièces ensemble, on parle au-dessus d'1 millier d'heures de travail pro bono. Alors, c'est pas évident de trouver des gens qui vont vouloir contribuer comme ça pendant aussi longtemps. On parle de 14 ans dans ce cas-ci, 1000 heures, plus de 1000 heures de travail. Donc, on peut pas faire plein de dossiers comme celui de M. Paquin, malheureusement. Donc, on en a quelques-uns. On a d'autres dossiers. Oui. On a le dossier de Marc, qui est présentement devant la Cour d'appel du Québec. Lui aussi, on est très avancé. Le ministre de la Justice a ordonné une mesure de réparation. On a eu un autre dossier en 2014 où on a eu un acquittement devant la Cour d'appel du Québec. C'est quelqu'un qui avait été accusé d'avoir agressé sexuellement son demi-frère 20 ans avant. Donc, on a eu des cas comme ça. Donc, on est au 3e dossier, je dirais, dans lequel on a eu un gain de cause. Mais c'est pas évident, c'est assez rare. Puis, des acquittements comme qu'on a vu de M. Paquin, là, 41 ans plus tard, ça j'en connais pas, là, présentement au Québec, là, des situations comme ça. Puis des cas où vraiment on a dit, la Couronne a dit, écoutez, on n'a pas de preuves suffisantes dans notre dossier. C'est pas qu'on n'est pas d'accord puis on veut quand même continuer. On a regardé le dossier puis maintenant, avec ce qu'on sait, là... Parce que vous avez réussi à trouver d'autres preuves. Oui, non, c'est ça. À travers vos recherches. C'est ça, vous êtes arrivé avec d'autres éléments. Exactement. Et dans le dossier de M. Paquin, comme je mentionnais tout à l'heure, le témoignage de Bernard Provençal était la pierre angulaire ou sur la pièce maîtresse de la poursuite. Puis parce que, dans le fond, il y avait des co-accusés qui étaient là et M. Provençal, ce qu'il venait dire, c'était lui là, qui venait conter l'histoire, comment ça s'est passé. Là. Donc, lui, il dit, écoutez, on était chez M. Paquin et M. Paquin avait commandé les meurtres. J'ai été à l'étage avec M. Paquin, les meurtres ont été commis au sous-sol, voici comment ça s'est passé, voici comment on a disposé des corps. Donc, c'était lui qui venait conter l'histoire. Il s'impliquait lui-même dans la commission des crimes, mais il venait aussi dire, j'étais là et je peux vous dire ce qui est arrivé. Mais avec le temps, ce qu'on a réussi à trouver, c'est qu'il y avait plusieurs éléments qui venaient contredire complètement la version des faits de M. Provençal. Par exemple, M. Provençal disait qu'un des co-accusés de M. Paquin avait commis l'un des 2 meurtres en tirant 2 balles dans la tête d'une des victimes, de M. Bourgoin. Et par la suite, la Couronne a reçu de l'information privilégiée, on ne sait toujours pas c'est quoi aujourd'hui, comme quoi, on ne pouvait plus soutenir une accusation de meurtre au premier degré à l'endroit du co-accusé de M. Paquin. Et là, on a permis à ce co-accusé-là de plaider coupable à une infraction de complicité après les faits, donc d'avoir disposé des corps. Mais là, c'est parce que M. Provençal vient dire, non, c'est lui qui a tiré 2 balles dans la tête de la victime. Puis l'information que la Couronne a en sa possession par la suite, c'est, non, finalement, c'est pas ça, c'est qu'il est allé disposer des corps. Donc, c'est majeur parce que ça change le récit. C'est qui a tiré finalement? Là? Oui. Donc là, déjà là. Mais ça n'a pas été divulgué à l'époque à M. Paquin après la condamnation, mais ça aurait dû être fait à ce moment-là. Oh. Il y a d'autres éléments. Il y a M. Telmos, qui était l'autre co-accusé de M. Paquin, qui, lui, a témoigné dans le cadre de son procès, mais évidemment, il voulait se disculper. Donc, il disait, moi, je n'ai pas participé au crime et tout ça. Mais plus tard, il a donné une version qui a été testée par un test polygraphique. Et là, il a expliqué, écoutez, M. Paquin, là, je le connaissais même pas à l'époque.
Mais oui, j'étais sur la scène de crime. Je peux vous dire, ça s'est pas passé chez M. Paquin parce que je sais ce qui s'est passé. Je n'ai pas commis le crime comme tel, j'ai pas participé à la commission des meurtres, mais j'ai disposé des cadavres par la Parce suite. que les corps ont été déplacés, il faut comprendre qu'ils n'ont pas été trouvés dans le lieu où les crimes ont été Exactement. commis. Selon M. Provençal, les crimes auraient été commis dans la résidence à Rivière-des-Prairies et les corps ont été trouvés à Sainte-Anne-des-Lacs, dans la forêt. Là. Je pense qu'ils avaient été mangés un peu par les animaux. À Saint-Anne-des-Lacs, oui. C'est ça. Et là, cette deuxième personne-là, ce deuxième co-accusé-là vient dire... Bien, moi, j'ai participé à la disposition des cadavres. Mais j'étais là, j'étais là. C'était pas chez M. Paquin et je ne connais pas M. Paquin. Ben non. Donc là, vous avez 2 co-accusés, 2 personnes qui étaient sur les lieux, 2 personnes qui ont participé à la disposition des cadavres, qui, en gros, là, viennent dire, bien, M. Paquin n'a rien à voir, si on veut, avec cette histoire-là. Et ça, c'est les premières choses, mais on a trouvé d'autres choses également. Entre autres, M. Provençal, le délateur, bien, il s'est parjuré dans plusieurs dossiers après le procès de M. Paquin et aussi a tenté de monnayer sa version des faits. Donc, il a produit un affidavit dans lequel il changeait sa version des faits complètement, mais il a tenté aussi, à travers le temps, de monnayer. Donc, il dit, écoutez, je suis prêt à vous donner une nouvelle version, mais il faudrait me payer tant, tu sais. Et là, voyez-vous, la fiabilité d'un témoignage d'une personne comme ça, là, on peut la remettre en doute de façon assez importante. Puis on a découvert également qu'il avait reçu des avantages par les policiers à l'époque pour témoigner, des avantages qui n'avaient pas été divulgués à la défense. Donc, de l'argent, par exemple, ou on a fermé les yeux sur des crimes qu'il avait commis, par exemple. Toutes des choses qui, normalement, sont importantes dans le cadre d'un procès pour qu'on puisse le divulguer au jury, pour dire, écoutez, ce délateur-là, il vient témoigner, là, mais faites attention à ce qu'il se dit parce que il y a eu des avantages pour venir compter. Ben oui, parce que c'est le témoignage principal, c'est le témoin principal. Ben, c'est ça. Donc, l'incidence est majeure. Ben, c'est ça. Fait qu'on avait plusieurs éléments. Puis il y a d'autres éléments également. On remettait en doute la scène de crime également. Donc, la scène, en fait, de découverte des cadavres et la scène du crime, là, dans le fond, qui était alléguée. On peut pas rentrer dans les détails avec toi aujourd'hui parce qu'il y a des ordonnances de confidentialité en lien avec ça. Mais ça remettait en doute là, toute la manière, si on veut, dont ça s'est passé, à quel endroit ça se serait passé, les crimes. Et donc, tout ça mis ensemble, là, regardez, là, c'est que... Déjà, là, c'était douteux à la base, mais quand on replaçait les éléments de preuve ensemble... Est-ce que M. Paquin arrivait à nulle part là-dedans? Bien, c'est que, dans le fond, tout pointait ailleurs que vers M. Paquin. Alors qu'on a tenté de le faire pointer vers M. Paquin dans le cadre du procès. Quand on a ça entre les mains, Nicolas, là, tous ces éléments de preuve-là qui s'ajoutent, là, on doit vouloir que notre système de justice fasse justice. T'sais, j'imagine que ça doit être quelque chose de ce là, il faut vraiment les convaincre. Il y a comme une pression quand même qui vient avec ça. Quand on a tout ça devant soi, puis on dit faut qu'on arrive à un acquittement. Oui, définitivement. C'est un défi. Là. C'est un défi, puis c'est pas nous qui prenons la décision au bout de la ligne. C'est ça. Donc ça, c'est... Parce que si c'était moi qui prenais la décision, ça fait longtemps qu'on vous aurait acquitté. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est pas nous. Donc là, il faut monter le dossier, puis il faut le monter de manière sérieuse parce qu'on n'a pas plusieurs coups. Là. C'est-à-dire que si on rate notre coup, bien, on peut revenir, mais ça part mal un peu. Donc, il faut travailler fort pour assurer de présenter ça de la manière la plus complète. Mais tu as raison, c'est une pression énorme parce qu'on croit dans le dossier, puis même si on le fait bénévolement, là, on met toutes les heures, justement, pour s'assurer qu'on arrive à... Est-ce que le système pourrait être amélioré? C'est sûr. Est-ce que le système peut être amélioré? Il peut être amélioré de diverses façons. Il y a la question d'éviter les erreurs judiciaires le plus possible. Puis ça, bien, des dossiers comme M. Paquin, quand ça arrive, c'est un peu un coup de barre au système. C'est un rappel qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention lorsqu'on travaille avec des délateurs, dans votre cas. Mais de façon plus générale aussi que quand on est procureur de la Couronne, on doit travailler consciencieusement puis s'assurer que notre travail, on ne coupe pas les coins ronds, qu'on divulgue la preuve à la défense, puis qu'on permette un débat qui est contradictoire à la Cour et qui permet à la défense, justement, de faire valoir son point de vue. Puis quand on est avocat de la défense, bien, il faut travailler bec et ongle, se battre bec et ongle pour notre client, s'assurer qu'on est capable de tout présenter au juge, évidemment dans les limites de ce qu'on peut faire dans une salle de justice, mais on doit pousser le plus possible le droit à une défense pleine et entière pour que le juge ou le jury puisse prendre une décision qui est adéquate. Donc, couper les coins ronds, ne pas travailler au complet dans un dossier, dire le dossier n'est pas payant finalement, fait que je ne veux pas avancer. C'est toutes des choses qu'on ne doit pas faire, là. Okay? Puis je dis pas que ça se fait tous les jours, mais... Il y a quand même des leçons à tirer de ça. C'est un rappel. C'est un rappel, dans le fond, de dire
assurez-vous, tout le monde, de faire votre travail du mieux que vous pouvez, parce que quand vous ne le faites pas, il y a une possibilité que des situations comme M. Paquin surviennent. Puis ça, ben, on peut pas accepter ça comme système de justice. Ça va arriver. Ça va arriver encore, malheureusement. Parce que c'est un système qui est basé sur les humains. T'sais, on part là, du début d'un dossier, là, on a des témoins qui sont rencontrés par des policiers. Et là, on remet un rapport à des procureurs de la couronne. Et éventuellement, il y a un avocat de la défense qui va travailler dans le dossier et un juge qui prend une décision ou un jury. Ça, c'est une chaîne humaine. Donc, des erreurs, il peut y en avoir en cours de route, mais il faut essayer de les minimiser le plus possible. Et d'éviter la vision tunnel aussi. Bien, la vision tunnel, qui effectivement, c'est quand on parle justement de couper les coins ronds ou qu'on parle... La vision tunnel, c'est que justement, on focus sur Parce que dans ce cas-là, le témoin a mis sur une piste et on a poursuivi dans cette piste-là. Bien, c'est qu'on s'est fié, c'est ça, à l'époque, on s'est fié au délateur. Le délateur dit ça, parfait. Pas vraiment d'éléments de preuve qui corroborent son témoignage, c'est pas grave, il le dit, on y va de l'avant. C'est un peu comme ça que ça a été travaillé, ce dossier-là, à l'époque. Alors qu'il y avait des indicateurs, peut-être, qui montraient que, ben non, peut-être, c'est peut-être pas comme ça que c'est arrivé. Est-ce que vraiment on peut se fier sur le délateur? Donc oui, la vision tunnel, c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que c'est une cause d'erreur judiciaire reconnue. Le dossier de M. Paquin, c'est un cas de vision tunnel en partie. Il y a d'autres situations, d'autres dossiers dans lesquels, justement, les policiers ou les procureurs ont adopté une vision tunnel qui fait en sorte que les éléments de preuve qui peuvent aider l'accusé ne sont pas récoltés, ne sont pas étudiés et on obtient uniquement des éléments de preuve qui corroborent la théorie de la culpabilité de l'accusé. Et ça, c'est très dangereux. Parce que des fois, la défense ne peut pas aller chercher des éléments non plus que les policiers peuvent obtenir, eux, de leur côté. Donc, oui, effectivement, c'est des choses qu'il faut éviter. Parce que n'importe qui, là, qui nous regarde présentement, qui est assis dans une salle de cours et qu'on se fait dire qu'on est coupable de quelque chose qu'on n'a pas fait par tout le monde, comme tu disais, c'est épouvantable. Vous l'avez connu, vous, ça? Oui, là? Oui, j'ai vécu ça, moi. Avant, ils croyaient aux délateurs, les jurys. Ils croyaient, je suis certain, aux délateurs. Les délateurs, dans ce temps-là, ils mettaient sur un piédestal. Ils avaient revenu dans le bon chemin. Ouais. Il ne voulait plus être dans le crime, puis il voulait, pour son fils, il ne voulait pas que son fils fasse la même chose que son père. Mais par contre, quand il a fini de délater, il est retourné faire des vols à main armée que les policiers, ils donnaient des places où aller voler. C'est correct, ça. Quand tu penses à ça, là, il se fait arrêter, c'est la preuve. Là. Il s'est fait arrêter. Est-ce que vous avez été longtemps en colère? Oh, oui, j'étais déçu surtout. La colère, je l'ai vécue. Oui, j'ai haï Bernard Provençal. Je l'ai haï, mais j'étais en train de me rendre compte que j'étais en train de me détruire. À haïr quelqu'un d'autre. À haïr quelqu'un d'autre. Tu sais, je voulais plus haïr dans ma vie. Je dis non. Là, c'est là que j'ai continué à apprendre les procédures avec puis à essayer de me sortir de cet enfer-là, comme on dit, qu'on appelle, tu sais. Puis, c'est ça. J'ai jamais compris pourquoi il m'a fait ça. Jamais. J'étais, à un moment donné, dans le trou, au Leclerc, ici, puis les policiers n'aimaient pas. Faut que moi, ils m'ont dit, Paquin, on sait que t'es pas là. Ils me disent ça de même, l'enfant. 2 policiers me disent ça. On sait que t'es pas là. On te demande de venir pour témoigner avec Bernard Provençal pour confirmer qu'est-ce que Bernard Provençal disait, là, tu sais, pour monter d'autres gars en prison. Et autrement dit, mon père, d'être un délateur. Vous avez refusé. Je préférais la mort qu'être un délateur. Je suis prêt à payer ce que j'ai fait, mais pas devenir délateur sur le dos des autres. Comprenez-vous? Exactement. Pour être bien. Finalement, vous avez payé pour ce que vous n'avez pas fait. J'ai payé beaucoup, c'est sûr. Je peux plus revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à partir de maintenant? Mais à partir de maintenant, j'essaie de vivre ma nouvelle vie. Dans le fond, c'était une nouvelle vie pour moi. Mais je veux revenir libre. Puis là, mon fils est rentré dans le décor. Ah, racontez. Votre fils, Mon fils, je ne le voyais plus. J'étais sur 41 ans. J'ai vu peut-être mon fils 10 fois dans ma vie. C'est tout. Tu sais? Puis là, il m'a appelé, puis
je me suis dit, je voulais pas le voir un bout de temps, longtemps. Puis là, j'ai décidé de le voir, puis dire que moi, j'ai des défauts. Tout le monde a des défauts, on peut faire des erreurs. C'est mon cas, moi aussi, qui ai fait des erreurs. Puis là, j'ai décidé de prendre contact avec lui, parce que lui était au Québec, là, dans le Beau-Québec. Lac-Saint-Jean, je pense. Saint-Georges-de-Beauce. C'est une autre conséquence qui est grave. Saint-Georges-de-Beauce. L'isolement. Ça, l'isolement, c'est effrayant. Ouais. Est-ce que Moi, oui, je l'ai passé des Noëls tout seul, là. Je l'ai passé dans le fond de ma cellule, là. Tu sais. Mais tellement j'ai passé de Noël tout seul que maintenant, à Noël, j'essaie d'être tout seul. C'est niaiseux, là. Mais vous avez développé une façon familière de faire les choses qui vous ressemble, là, parce Oui. que par la force des choses. Oui. Mais je veux quand même parler de votre fils, il a quel âge? Est-ce que vous savez? Mon fils a 50 ans. Là, vous êtes en train de renouer. Il m'a perdu à 7 ans. Il a vécu de la frustration, lui aussi, là. Il m'a peut-être taillé parce que je n'étais pas là pour lui aider, autrement dit. Après ça, je l'ai rencontré ici à Montréal quand je travaillais dans le stationnement. C'est que là, ça fait partie de votre nouvelle vie, de vous rapprocher de votre C'est fils. ça, oui, c'est ça. Je dis, je suis qui, moi, pour juger? On va essayer de le comprendre sa situation, lui, là, présentement. C'est ça qu'il faut que je fasse. Oui, à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il veut me voir, là, évidemment. Là. Puis, on va fixer une journée, à un moment donné, qu'il va pouvoir venir chez nous. On va parler un peu, pas grand-chose. Je voudrais envoyer tout le passé en arrière pour prendre une vie normale avec ton fils. Oui. Tu sais, je suis content que ça soit de même. Tu sais. Tranquillement, on va s'adopter un et l'autre, parce que ça fait des années. Là. Tu sais, ça fait des années. Mais ça doit soulager, à quelque Ben part. non. Ça, Quand il m'a appelé, c'est sûr que... Il m'avait appelé une couple de fois l'année passée ou quelque chose de même, mais je n'étais pas prêt à le voir. Maintenant, il m'a appelé pour me féliciter de mon acquittement. J'étais bien content pour toi. Si tu veux m'appeler, tu peux m'appeler en tout temps. Parce qu'il dit... Puis si tu veux pas me voir, je vais comprendre. T'sais. Suite à ça, les paroles, je l'ai appelé. Il était content, là. Il était vraiment content. Ça fait partie de votre nouvelle vie. Mais il commence à faire partie de ma vie, je pense. Hein? Laissez-vous aller là-dedans. C'est ton fils. Mais oui, puis il est ouvert. Il est content pour vous. Oui, c'est ça, justement. C'est pour ça que je veux essayer de savoir où est-ce que je m'en vais avec. C'est bien beau de dire ça, là, mais dans 41 ans, t'as pas vu ton fils pendant combien de temps? C'est sûr que c'est une relation qui doit se construire. Oui, se construire. Parce que la confiance, c'est pour moi, là, envers beaucoup de monde, est très peu. Là, mais là, M. Paquin, lui, est en ouverture. Vous êtes plus... Oui. Il est en ouverture, puis vous êtes libre. Oui, c'est ça. Puis c'est votre fils. Oui, exactement. Quelque chose de beau, en tout cas, à venir dans cette relation-là. Mais effectivement, il faut la construire. Il faut la construire, comme vous dites. Exactement. Bien, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, je trouve qu'on a fait un tour incroyable. Nicolas? Bien, simplement qu'on est très content pour M. Paquin. C'est beaucoup de travail et tout ça, mais ultimement, c'est M. Paquin qui a été le plus courageux dans tout ça puis qui a été le plus persévérant. Puis ça n'a pas été facile, mais il est là aujourd'hui, puis j'espère que vous allez être capable, justement, de renouer, de construire, puis de passer à travers ça. C'est à vous, les avocats, les gars, puis tout ce monde-là qui ont travaillé, c'est tous des avocats qui ont vraiment travaillé pour moi, puis je suis rendu là. Je ne ferais pas sans ça. Tu sais? C'est grâce à leur travail, eux autres. Ça, tu n'oublies pas ça, ce monde-là. En tout cas, moi, ça vient de mon cœur, puis j'apprécie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de monde qui font pas la même chose que les autres. Tu sais? C'est surtout très, très humain. Le principal, ils m'ont cru. Ils m'ont cru, puis ils sont humains. Oui. Selon moi. Tu sais? En tout cas, j'essaie de vous dire le mieux possible, madame. Dites très bien. Hein? Bien, merci. Ça fait Merci plaisir. beaucoup.